J'aime beaucoup cette photo, qui est la première photo que l'on connaisse de Claude Bernard le plus jeune possible. On n'a aucune photo de Claude Bernard plus jeune. Il a 40 et quelques années. Alors, parler des voyages de Claude Bernard, c'est un petit peu une provocation. Car à ma connaissance, il n'y a pas plus casanier que Claude Bernard. C'est quelqu'un qui vraiment n'a pas voyagé. Donc c'est formidable de parler des voyages de Claude Bernard, on serait d'accord. Pour vous faire une comparaison, vous allez voir qu'il a très peu voyagé. Je crois qu'il n'a jamais voyagé, il n'a jamais fait de voyage à l'étranger. Il n'est jamais sorti de France, Claude Bernard, à ma connaissance. Pour vous faire appréhender cela, je vais vous parler en 2 secondes de son collègue Braun-Séquard. J'avais eu l'occasion de vous en parler déjà. Braun-Séquard, c'est un physiologiste comme Claude Bernard, qui lui, par contre, est né à l'île Maurice. Il est né d'un père américain d'origine irlandaise et d'une mère française, devenue anglaise par la force des choses quand l'île Maurice est devenue anglaise. Donc, Braun-Séquard, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire Braun-Séquard, mais Braun-Séquard, parce que c'est un nom français, eh bien, il a succédé donc à Claude Bernard au Collège de France. Donc, on peut vraiment comparer ces deux personnes, deux personnalités. Et pour vous donner une idée, Braun-Séquard, c'est l'inverse de Claude Bernard, car il a la bougeotte, on peut dire. On a calculé qu'il avait fait à peu près 60 fois la traversée de l'Atlantique. C'est pas rien quand même. Hein. Il n'arrêtait pas de faire Paris, New York, Paris, Chicago, Chicago, Londres, Londres, Paris, Paris, Londres, etc. Et on a calculé qu'il avait passé 6 ans de sa vie sur les navires. Eh bien, je peux vous dire, ce n'est pas le cas de Claude Bernard. Claude Bernard, un jour, alors c'était avant la guerre de 70-71, parce qu'après, évidemment, c'était terminé. Mais il avait envie, il a toujours eu, il a rêvé, il en parle plusieurs fois dans ses lettres, il rêvait d'aller en Allemagne, avant la guerre de 70, je le dis bien. Et dans des lettres, alors je vais vous citer beaucoup de textes qui sont des textes de Claude Bernard dans ses lettres. Et il dit donc à Madame Raffalovich, votre séjour à Munich réveille dans mon esprit bien des souvenirs scientifiques, en même temps que le vif désir que j'avais de visiter cette ville, dans le temps où je rêvais un voyage en Allemagne. Et puis plus dans une autre lettre, mon voyage en Allemagne restera sans doute toujours un rêve pour moi, effectivement. Après la guerre, son patriotisme a fait qu'il n'aimait pas vraiment les Prussiens. Bref, donc il n'est jamais sorti de France, s'il vous plaît. Alors, à gauche, vous voyez le portrait de Braun-Séquard, portrait assez rare, une photographie assez rare, c'est une vraie photographie, il n'y en a qu'une, je crois. Et puis à droite, donc ce sont ces fameuses lettres qu'il a écrites à Marie Raffalovich entre 1869 et 1877, fin 17, début 18, puisqu'il est mort en février. Et environ sur 10 ans, vous voyez, il a écrit environ 400, enfin exactement 488 lettres. Ces 488 lettres ont été reliées par Madame Raffalovich après la mort de Claude Bernard. Et elle les avait fait recouvrir, vous voyez, de soie violette. Alors voilà dans quel état la soie. Il ne faut jamais faire relier des livres avec de la soie, c'est trop fragile. Et vous voyez que ça a un peu mal tenu. Mais c'est là-dessus que je suis en train de travailler, puisque j'ai entrepris l'idée absolument saugrenue de vouloir retranscrire ces 500 lettres. Ce que je suis en train de faire, donc j'ai déjà fait les 2 premiers volumes entiers. Bon, ça prend du temps, mais il n'y a qu'environ un tiers de ces lettres qui ont été publiées jusqu'à présent. Donc les restes sont tout à fait inconnus. Hein. Et je découvre des choses très intéressantes, s'il vous plaît. Alors, provocation, on n'est plus à une provocation près, puisqu'on a même donné son nom à un paquebot, le paquebot Claude Bernard, de la Compagnie maritime des chargeurs réunis. Alors, il y a eu le paquebot Pasteur, le paquebot je ne sais plus qui, il y en a plein de noms, Florence, je crois. Enfin bon, on a donné le nom des paquebots à des grands scientifiques. Et vous voyez ce paquebot Pasteur, magnifique, pour quelqu'un qui n'a jamais pris le bateau. Alors, on va parler des voyages, donc quand même. Et je vous propose de parler on va répondre à ces questions. Où a-t-il voyagé quand même?
Et vous allez voir que c'est quand même, comme on l'a mis dans le titre, Paris, Saint-Julien, Saint-Julien, Paris. En gros, c'est ça. Quand, pourquoi et comment. Et là, c'est Rémi Colère qui prendra la main, s'il vous plaît. Alors, on peut dire que Claude Bernard, bon, c'est un rêveur. Et comme Xavier de Maistre, qui a écrit Voyage autour de ma chambre, c'est quelqu'un qui était capable de rêver et de voyager dans sa chambre. Alors voilà, je le prouve par ces deux lettres. Toujours, ce sont des lettres à Marie Rafalovitch. Vous avez fini votre voyage et je continue le mien. Car bien que je reste en place, je puis croire que je voyage, tellement mes idées changent leur cours ordinaire. Et puisque vous êtes si bonne de me demander quel est l'aspect de mon pays et comment j'y passe mon temps, je vais répondre à votre questions, etc., etc. Et il en profite pour dire quand même une phrase importante. La coupe de la vie a toujours été pour moi remplie d'amertume et aujourd'hui plus que jamais. Il ne faut pas oublier c'est l'année où il s'est séparé de son épouse et donc séparé totalement, judiciairement on va dire. Il n'y avait pas de divorce à l'époque, mais c'était une séparation totale. Et il est séparé finalement de son épouse, mais aussi de ses enfants, puisque ses deux filles vont suivre sa mère, la mère, et il ne les reverra presque jamais. Presque. Et en tout cas, sur toutes les lettres que l'on a, il n'y a quasiment aucune lettre. Il ne parle jamais de ses enfants dans ses lettres. Il parle des enfants de Marie Rafalovitch, mais jamais des siens, de ses deux filles. Voilà, donc vous voyez déjà d'emblée la teneur de son état d'esprit, vous allez voir, il est quand même assez dépressif. Alors, une autre lettre où il dit « Ma sortie d'hier ne m'a pas réussi, aujourd'hui je suis obligé de garder la chambre, malgré ce soleil splendide qui luit pour tous. Ma prison n'en est que plus triste, mais heureusement, l'esprit peut se détacher du corps et franchir l'espace. » Et il se promène, quand il réfléchit là, il est donc à Paris là, mais il se promène dans sa campagne à Saint-Julien. Voilà, même à Paris. Alors les voyages forment la jeunesse, c'est ce qu'on dit. On va commencer du début et on va aller jusqu'à la fin. Il est évident qu'au début, nous savons qu'il est allé au collège de Villefranche. C'est un élève d'abord de l'école communale de Saint-Julien, mais ensuite il va au collège municipal de Villefranche, alors qu'il était situé à l'époque dans l'ancien couvent des Visitandines. C'est là. Il prendra le nom de collège Claude Bernard un peu après sa mort, 1889, et puis il sera déplacé. Aujourd'hui, il n'est plus dans le même endroit. Au début 20e, il sera déplacé. Donc, comment fait-il ce voyage ? Il a 10 km à faire en calèche. On sait qu'à peu près qu'il fallait entre 30 et 45 minutes de calèche pour faire 10 km. Donc, clairement, il est fort probable qu'il devait être d'ailleurs interne dans ce collège, parce que matin et soir, il n'y avait pas de car de ramassage scolaire à l'époque, ça devait être assez compliqué. Ensuite, il va faire un an, entre 1830 et 1831, pour aller finalement préparer le baccalauréat au Collège Royal de Toissay. Vous avez une petite vue du Collège Royal. Là, c'est 25 km, c'est quand même plus loin, on est de l'autre côté de la Saône. Et 25 km en calèche, c'est plus loin, c'est plus long. Et là, clairement, il devait être interne, parce qu'il ne pouvait pas faire les voyages le matin et le soir. Allez-y. Ensuite, vous savez qu'il a raté son baccalauréat S-lettres. Il l'a raté. Il arrête les études et il part peut-être d'abord dans une pharmacie de Villefranche, mais il y a peu d'éléments pour le préciser. Je n'ai rien trouvé. En tout cas, très vite, il va suivre son ami qui s'appelle Louis Blanc, qui est d'ici, et son ami Louis Blanc était déjà apprenti à la pharmacie Millet de Vèze, et donc il va le rejoindre, et il devient apprenti apothicaire à Vèze. Alors je vous rappelle que Vèze à l'époque, c'était pas Lyon, c'était une commune indépendante de Lyon, et ça fera partie de Lyon qu'en 1852. Et il va y rester quand même 1 an et demi. Exactement, donc 18, 12 et 6, 18, 19 mois, oui, en gros. Donc
La pharmacie était là, hein, ça c'est aujourd'hui, le magasin bleu, c'est la pharmacie, c'est l'endroit de la pharmacie, Billet, où il travaillait. Et c'est dans ce qui était à l'époque un grenier qu'il couchait avec son ami Louis Blanc. Et c'est là où la nuit il écrivait, vous savez, sa tragédie, Arthur de Bretagne. Et il espérait pouvoir percer dans les lettres et le théâtre. J'ai eu la chance de visiter cette maison. Je suis même monté à l'endroit où il y avait son ancienne chambre, qui a été bien transformée. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un petit salon, mais il y avait quand même... Voilà, c'est ici. J'ai pu faire cette photo, ce qui était quand même pas mal. On sait que de la pharmacie Billet, il allait souvent, alors à pied, à l'école vétérinaire. L'école vétérinaire était sur le quai, hein, où se trouve aujourd'hui le conservatoire de musique. Et on sait on ne sait pas, a-t-il fait des visites à Saint-Julien pendant ces 18 mois, 19 mois Probablement. Il est certain qu'il a sûrement dû revenir, on ne sait pas vraiment. Il avait un jour par semaine de congé, c'était pas beaucoup à l'époque, hein, pour les apprentis. Mais enfin, bon, en calèche, c'était faisable quand même. On pense qu'il a dû le faire, mais on n'a aucun élément là-dessus. S'il vous plaît. Alors, à ce moment-là, vous savez qu'il veut aller à Paris, il y va. Il va à Paris, il dit « Ah, Paris, Paris, c'est ma ressource, c'est mon espoir ». En fait, il a un espoir, c'est de percer dans les lettres, dans les tragédies, dans le théâtre. Et ça ne marche pas. Je ne vais pas raconter l'histoire, je l'ai déjà fait ici, mais ça ne fonctionne pas. Donc, fin 1833, il va à Paris. Alors, on sait qu'il a habité dans cette rue des Trois Portes. Comme par hasard, c'est une rue où il y a beaucoup de marchands de vin, donc il n'était pas dépaysé, hein. Il y avait des marchands de vin. Voilà une rue un petit peu après son époque, mais ça n'avait pas dû beaucoup changer. Et c'est là où il va repasser, comme il aura un refus finalement, un refus psychologique, on va dire qu'il ne pourra pas, on va lui dire qu'il vaut mieux qu'il fasse autre chose que du théâtre, qu'il fasse plutôt, pourquoi pas de la médecine, puisqu'il a fait de la pharmacie, et il va abandonner l'idée de faire du théâtre, et il va repasser le baccalauréat, d'abord en juillet 1834, et il rate pour la deuxième fois, puis en août, rattrapage. Alors c'était marrant, parce que c'était juillet et août, hein, le rattrapage un mois après, mais enfin, il obtient son baccalauréat en août 34 avec des notes assez minables, mais enfin, il l'a. Et c'est baccalauréat S-lettres, hein, c'est pas un baccalauréat de sciences. Donc il va commencer sa médecine à ce moment-là, en novembre 34. Alors, est-ce qu'entre le baccalauréat d'août, après le bac, et avant la rentrée universitaire, est-ce qu'il revient à Saint-Julien pour les vendanges, puisqu'il a dit qu'il était revenu chaque année, sans exception, à sa vendange. Et vous voyez qu'en 1870, il écrit « C'est la première fois de ma vie qu'il m'arrive de ne pas assister aux vendanges dans mon pays natal ». Donc ça veut dire qu'il était bien revenu chaque année à Saint-Julien. Et là, c'était une sacrée affaire d'aller de Paris à Saint-Julien. On va en parler tout à l'heure. Et en plus, il dit ça, mais il va finir par pouvoir y arriver. Donc il va quand même venir aux vendanges en 1870, avant de revenir très vite après, avant la fin de l'année, parce que c'est la guerre, et là, il vient se réfugier à Saint-Julien, s'il vous plaît. Alors, on sait que dans ses autres voyages, il est allé quand même dans le sud de la France, une fois, il est allé à Estagel. Estagel, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, c'est dans les Pyrénées orientales, c'est pas très loin de Perpignan, et le 31 août 65, donc vous voyez qu'il était déjà très très connu, il avait déjà publié son livre phare, l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, et il est en fait mandaté par l'Académie des sciences pour l'inauguration de la statue de François Arago. François Arago était né à Estagel. Voilà cette statue en bronze qui était la première statue en bronze, puisqu'après, elle a été fondue pendant la guerre et elle a été refaite en 1957. Je vous ai montré celle qu'a inaugurée Claude Bernard. Donc c'est le délégué de l'Académie des sciences et c'était l'ami de Jean-Augustin Barral, qui était l'éditeur des œuvres complètes d'Arago.
Un peu plus tard, il dira qu'il ne connaît absolument pas Montpellier. Il dit « Je suis si ignorant de mon pays », vous voyez, il n'a pas beaucoup voyagé en France non plus, et je l'avoue à ma honte que je ne connais Montpellier que pour l'avoir aperçu en chemin de fer, et c'est évidemment quand il est allé à Perpignan. S'il vous plaît. Alors les autres voyages, il y a des petits voyages. On sait qu'il est allé dans la banlieue parisienne, pas très loin, à Sèvres, à Bougival, par le train de 4h35 de Paris en 1873. Bon. On sait qu'il est allé une fois à Trouville. Ah, c'est un sacré voyage, là, quand même, de Paris. Et en fait, il est allé, il a passé quelques jours chez les Raffalovich, donc qui étaient en vacances à Trouville. Et pourquoi aussi? C'est parce que le même mois, il est allé à un congrès à Nantes. Donc il en a profité évidemment pour faire un petit détour à Trouville, c'est pas trop loin. Et c'est le congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences. C'est une société, je vais vous en parler tout de suite après, c'est une société qui existe toujours. Et Claude Bernard en a été le premier président. Donc c'est une société importante. Il va à Nantes, qui est donc en 72, la société a été créée, donc 75 c'est le troisième, et chaque année il y a un congrès dans une ville différente de France. Il dit dans une lettre qu'il a rencontré un ingénieur distingué, M. Bergeron, dont le nom est très populaire dans le Beaujolais pour avoir fait un chemin de fer de Beaujeu à Mâcon. Je ne sais pas si Rémi va en reparler, mais je n'irai pas plus. Et on sait que dans ce congrès, il a fait une communication sur l'action du curare. Et voilà tout ce qu'il y a dans le livre du congrès. M. Claude Bernard fait devant les membres de la section une intéressante série d'expériences sur l'action du curare, sur les animaux et principalement sur la grenouille. Bien connu. On sait qu'il est allé à Bougival avec les Raffalovich dans la maison des Tourguenieff. Donc, le fameux écrivain russe Tourguenieff habitait à Bougival et était un ami des Raffalovich, s'il vous plaît. Alors, je vous ai parlé donc de cette Association française pour l'avancement des sciences, fondée en 72, reconnue d'utilité publique. Et pour vous dire qu'elle est encore très active, je vous ai mis là la dernière conférence qui a eu lieu à Paris, qu'ils ont organisée. Je vous l'ai mis parce que vous voyez quand même que le titre est intéressant, c'est le rôle des musées pour penser et accompagner les transitions socio-écologiques. Donc, je ne pouvais pas ne pas vous parler du musée ici, au musée Claude Bernard. Donc, l'année suivante, 76, il va aussi aller à ce même congrès qui a lieu cette année-là à Clermont-Ferrand. Alors, ça lui fait un peu moins loin, Clermont-Ferrand, c'est pas si loin de chez lui, enfin du Beaujolais. Et là, il participe, il est invité à faire une conférence importante, conférence inaugurale, on va dire, sur la sensibilité dans le règne animal et dans le règne végétal. Alors là, c'est intéressant de le lire, je vais le lire parce que je ne sais pas si vous voyez bien de loin. J'aurais été bien mal inspiré si j'étais venu me reposer de mes fatigues au congrès de Clermont. Depuis que je suis arrivé, j'ai été constamment en scène bien malgré moi, mais j'ai fini par accepter mon rôle. Je n'ai pu arriver ici que vendredi, et dès samedi, j'ai fait une conférence impromptue sur la sensibilité des plantes. Hier, nous sommes allés faire une excursion à Vichy. Une autre surprise m'y attendait. À la gare, le maire, le conseil municipal, les pompiers et les orphéons nous ont reçus. Comme j'étais un des plus vieux et des plus en vue de la bande, j'ai dû m'improviser président de l'excursion. On nous a offert un banquet de 100 couverts. Et à l'époque, les municipalités n'hésitaient pas. Il a fallu toaster, ce qui est en général hors de mes moyens. Et le lendemain, il part en calèche faire une excursion. C'était des congrès qui duraient plusieurs jours. Et comme toujours, il y a des excursions, des petites visites. Ça existe toujours, ça aussi. Et donc, il part en calèche et il va monter en haut du Puy-de-Dôme. Donc, il part. Alors, ils partent à 6 heures. À l'époque, on était en congrès, mais il fallait se lever tôt. Parce que pas partir de 6 heures en calèche pour arriver à 9 heures, donc 3 heures pour aller de Clermont-Ferrand au pied du Puy-de-Dôme. Et nous avons fait l'ascension de la montagne à pied, à pas lent. À 10 heures, nous sommes au sommet de la montagne. Le temps est incertain. Nous visitons l'observatoire, les installations météorologiques militaires dont les officiers nous font les honneurs. Nous parcourons les ruines du temple de Mercure à Arverne.
et de la chapelle Saint-Barnabé, etc. Et puis ils vont déjeuner sur place. Et il nous dit qu'est-ce qu'ils ont mangé? Du jambon, il y avait des jambons, des gigots, cornichons, poulet, et du vin aigre et plat d'Auvergne. Arros, tout cela. Évidemment, ce n'était pas du Beaujolais village. C'est un vin, un mauvais petit vin d'Auvergne. Et ils vont revenir même sous la pluie. Nous sommes saisis par une bourrasque, qui est une pluie qui nous mouille jusqu'aux os. Et finalement, il va sortir avec un rhume épouvantable, comme je dirais comme à peu près tout le temps. Voilà. Donc, je voulais simplement préciser que ça avait été le premier président. Et il n'avait pas pu venir au premier congrès qui avait eu lieu à Bordeaux. Et il avait été remplacé, pour des raisons de santé, par Armand de Quatrefages, qui deviendra le deuxième président. En fait. Ici. Alors, on arrive au voyage Paris-Saint-Julien. Je vous ai à peu près fait tous ces voyages en dehors de Saint-Julien. Maintenant, on arrive à Saint-Julien, qui est évidemment son lieu de prédilection. Donc, il va faire des voyages entre 1834 et 1877. Ça fait 43 ans où, dit-il, il est venu chaque année pour les vendanges. Mais il est venu aussi certainement d'autres fois. Probablement est-il venu lors de la mort de son père, en 1947, au mois de mai. On n'a aucun témoignage. Il faut bien vous dire qu'entre sa naissance et les années vraiment 1869, où on a toute cette correspondance, il y a très peu de lettres et très peu de documents sur tout ça. Lorsqu'il a acheté la gentilhommière où nous sommes aujourd'hui, en 1861, probablement est-il venu, ne serait-ce que pour aller chez le notaire. En novembre 65, on sait qu'il a été très malade. Et vous voyez que novembre, c'est juste au moment je vous ai dit, en octobre, il est allé à Perpignan, à Estagel. Il est revenu en fait extrêmement malade. Il est revenu à Paris, mais très malade. Et en novembre, il a été il est revenu à Paris, à Saint-Julien, pour se reposer, pour essayer de se soigner. On va en reparler un tout petit peu après, parce que c'est une période très importante. En 67, c'est l'année de décès de sa mère, qui, comme vous le savez, à laquelle il était très attaché. Et on sait qu'il est venu, là, le 6 juillet 67, pour l'enterrement de sa mère, et retour rapide à Paris. Et puis, bien sûr, il y a eu le grand épisode de la guerre de 70-71, où là, il pensait venir quelques semaines, pour quitter Paris et rester quelques semaines à Saint-Julien un petit peu pour se réfugier, pour se reposer. Il est parti malade de Paris. Et en fait, il est resté jusqu'au mois de juin 1871. Il n'a jamais pu partir avant. Il dit qu'il a, on va y revenir, mais il dit qu'il a pris le dernier train de Paris, qui partait de Paris, le dernier. S'il vous plaît. Alors, on va revenir sur la maladie de 65 et sur la guerre de 70. Donc, la maladie de 65, là, il a été extrêmement malade, puisqu'on a pensé qu'il allait d'ailleurs mourir. Et c'est au retour de Perpignan à Paris. Qu'est-ce qu'il a eu? Surtout des graves troubles abdominaux. Alors, ses médecins sont le professeur Rayer, qui était son maître à Paris, et son ami, le docteur Daven, qui était un peu son médecin traitant, vont l'obliger à quitter la ville, Paris, et finalement, il ne partira de Paris qu'en avril 1966, et il part en convalescence à Saint-Julien avec Daven, son ami Daven. L'empereur fait prendre de ses nouvelles. C'est quelque chose quand même, ça a du sens. Ça. En novembre 1966, donc vous voyez, 6 mois plus tard, il va mieux, ça a été très long, et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'il va mieux et que Pasteur va écrire un article extrêmement élogieux sur Claude Bernard, et on sait par des lettres que ça fait extrêmement plaisir à Claude Bernard de lire cet article. Il n'en revenait pas que Pasteur fasse ses louanges. Et il ne reviendra à Paris qu'en juillet 67. Donc là, vraiment, il est resté très longtemps à Saint-Julien. Pour vous donner une idée, son cours au Collège de France est suspendu de 65 à 69. Bon. Qu'est-ce qu'il a eu?
au début, on avait parlé de choléra, parce qu'il y avait des cas de choléra à Paris. Bon, on ne saura jamais, mais en tout cas, c'est sûr que c'était une entérite chronique, avec retentissement du côté du pancréas, ça dit Jousset Bellem, qu'il avait connu, qui était un contemporain. Bon, ça, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. En tout cas, il dit il faillit succomber et ne se releva qu'avec beaucoup de peine. Ce n'est qu'au bout de 18 mois qu'il revint à un état relativement satisfaisant. De temps à autre, de légères rechutes se manifestaient et revêtaient un caractère rhumatismal. Alors, on parlait après de rhumatismes intestinaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, il va garder des séquelles toute sa vie de ce problème-là. S'il vous plaît. Alors, Claude Bernard, un petit mot quand même pour parler on parle de Claude Bernard, autant parler un petit peu de ses maladies, parce que c'est quelqu'un qui a toute sa vie été malade quasiment. Enfin, toute sa vie non, puisque Jousset Bellem nous dit que jusqu'en 65, sa santé était restée excellente. Alors, la période, les 10 dernières années de sa vie, bien sûr, on le connaît mieux, on peut vraiment apprécier que c'était vraiment sûrement quelqu'un de très dépressif. Debré Ritzen, qui était professeur de psychiatrie et biographe, parlait d'une maladie dépressive modérée, oscillante, à éclipse, mais fréquemment présente. Et qu'est-ce que disait Claude Bernard? Voilà un dimanche de moins que j'aurais à passer en ce monde. On peut en dire autant de chaque instant qui s'enfuit en emportant sans cesse un fragment de notre vie. L'existence me paraît comme le temps nébuleux et maussade. Donc quelqu'un de très dépressif, mélancolique, misanthrope, etc. Donc sa maladie intestinale, on l'a vu, probablement aussi s'était transformée en colopathie fonctionnelle, parce qu'il le disait lui-même, dès qu'il avait des contrariétés, il faisait une crise. C'était un enrhumé chronique. Il était tout le temps enrhumé. Tous les mois, il dit dans ses lettres, j'ai un rhume épouvantable. Alors comme de temps en temps, en tout cas dans une seule fois, pas de temps en temps, mais une fois dans une lettre, il parle qu'il a eu une crise urticaire, a posteriori, on peut se demander s'il n'était pas atopique, c'est-à-dire qu'il avait une sorte de rhume allergique et qu'il était peut-être allergique, peut-être aux acariens, puisque c'était un peu toute l'année. Il avait des maux de tête, des migraines aussi. C'était un migraineux, souvent. Il se plaint de maux de tête, de céphalée, ce qui va assez bien avec ce rhume chronique. Peut-être avait-il un peu de sinusite chronique aussi. En tout cas, il avait très mal à la tête et des crises de migraine. À la fin de sa vie, il a eu des sciatiques qui l'ont un peu gêné. Alors, un élément que je n'ai trouvé, vous ne l'avez sûrement jamais lu, il semble que c'était un gros fumeur. Ça, nulle part vous le verrez. Sauf que j'ai trouvé un petit article d'un médecin qui s'appelle Dequesne, qui nous dit « L'illustre savant fumait beaucoup ». Et ce Dequesne avait présenté à l'Académie un travail sur les troubles du pouls chez les gros fumeurs. Et Claude Bernard lui avait dit oh, vous y pensez pas, enfin. En gros, c'était ça. Et à ce moment-là, donc Dequesne lui prend son pouls et lui dit eh ben voilà, vous aussi, vous avez des troubles du rythme parce que vous fumez beaucoup. Il raconte ça dans un article. Merci. Alors nous arrivons à la guerre de 70-71, et là il écrit « Où sommes-nous? Où allons-nous? Et que deviendrons-nous? Pauvre France ». Et une lettre en septembre 70, intéressante. Je vous l'ai mis en entier. « Chère Madame, Madame Raffalovich bien sûr, je ne quitterai pas Paris cette année, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai écrit dans le Beaujolais pour qu'on fasse les choses sans moi. C'est la première fois de ma vie qu'il m'arrive de ne pas assister aux vendanges dans mon pays natal. J'ai sorti cette phrase ici. Mais aussi, c'est la première fois de ma vie que je vois le sol de la France envahi par l'ennemi. Je suis devenu misanthrope et je ne vois qu'objet propre à m'échauffer la bile. Les théories prussiennes m'exaspèrent. Je ne fais plus rien. Je vais de chez moi au Sénat, du Sénat chez moi. Je suis étourdi par les nouvelles contradictoires, agacé par la lecture des journaux, attristé par les massacres qui se font, les bibliothèques qui brûlent, etc., etc. Et tout cela est loin d'être fini, effectivement. Je m'arrête sur cette joute misanthropique, etc., etc. Allez-y.
Alors, c'est là donc qu'il va finir par partir de Paris pour aller quitter Paris. Paris va être assiégé, hein, comme vous le savez, et il va aller se réfugier à Saint-Julien. Et il dit, des affaires d'intérêt exigeant ma présence m'appellent chez moi dans le Beaujolais, où j'arrive à travers les chemins de fer coupés au milieu de détours sans fin. Et finalement, on apprend que c'est le 15 ou le 16 septembre que j'ai encore pu partir par le dernier départ qui a eu lieu, je crois. J'ai pris le chemin de fer du centre, je suis venu coucher à Bourges. Il n'est pas venu directement, c'était compliqué. Après Bourges, il est allé voir des amis dans la Creuse. Et puis finalement, il est rentré et il était vraiment assez malade. Il s'est mis en route pour Saint-Julien, où je suis toujours dans mon état de santé peu satisfaisant, dit-il. Et il dit ensuite, nous ne rentrerons pas à Paris en 1870, il faut en faire notre deuil. Effectivement, vous savez qu'il rentrera qu'en juin, ou l'année d'après. Allez-y. Alors, ça c'est une image d'Épinal qui montre le siège de Paris, et puis là, c'est les Prussiens qui sont sur la place de la Concorde. Hein. Donc Paris, c'était pas très simple. Allez-y. Alors il a très peur que les laboratoires soient bombardés, abîmés, au Jardin des Plantes, au Collège de France. En fait, il y aura quelques dégâts, mais pas trop. Il a peur aussi que son appartement soit abîmé avec tous ses livres, ses documents, etc. Et en fait, au final, il n'y aura qu'une petite vitre cassée à son appartement. Il s'en tire pas trop mal parce que rien n'a brûlé. Alors Madame Raffalovich, elle quitte Paris, mais elle n'a pas peur de voyager avec sa famille. Hein, et il lui demande venez avec nous, on va à Fribourg. Alors Fribourg, c'était en Suisse. Les raisons, par contre, il ne veut pas. Les raisons que vous me donnez pour aller à Fribourg sont admirablement déduites, je vous en remercie. Cependant, je vous demanderai la permission d'y résister. Il ne veut pas. Elle va aller à Nice, et elle veut qu'il vienne à Nice aussi. Eh bien non, il ne veut pas non plus. Parce que il est donc à Saint-Julien à ce moment-là, et il dit il y a de véritables cataractes de neige. La couche qui recouvre la Terre a atteint déjà 1,50 m d'épaisseur. Je ne sais pas depuis combien d'années il n'y a pas eu 1,50 m de neige à Saint-Julien, mais sûrement ça doit faire longtemps. Il parle d'un moment donné de moins 18. C'était quand même pas rien. Donc il répond, avec toutes les précautions oratoires, pour dire en fait non. Il ne veut pas aller à Nice. Et finalement, il dit ou je retournerai à Paris, ou je reste à Saint-Julien. Allez-y. C'est en effet une paix honteuse et désastreuse est signée. Voilà, c'est en janvier 71. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si les Prussiens viennent, ou bien je resterai à Saint-Julien, ou bien je me dirigerai vers Paris. Je ne sais quand je quitterai Saint-Julien, vers la fin du mois, j'espère. Voilà. Pensait-il. Il ne pourra pas. Et vous savez que les Prussiens sont venus jusqu'à Saint-Georges-de-Renins. Et ça s'est arrêté là. Ils ne sont pas allés plus. Ils ne sont pas venus à Saint-Julien. Comment ? Nuit Saint-Georges. Ah oui, Nuit Saint-Georges, mais plus bas. Saint-Georges-de-Renins, c'est à côté. Hein. Nuit Saint-Georges, c'est sûr. Dijon, bien sûr, a été attaqué. Hein. Il y a eu 3 batailles à Dijon, dont la fameuse bataille du 30 octobre. Il y a la place du 30 octobre à Dijon. C'est à cause d'une bataille pendant la guerre. Donc Dijon était complètement assiégé, comme Strasbourg, enfin, comme beaucoup de villes. Mais ils sont descendus. Nuit Saint-Georges, effectivement, il y a eu une bataille. Et on m'a dit qu'ils étaient descendus jusqu'à Saint-Georges-de-Renins. C'est Madame la maire de Saint-Julien qui me l'a dit. Alors, il est toujours à Saint-Julien, mais alors là, il s'embête à mourir, parce qu'il ne sait plus quoi faire. Bon, l'hiver finit par partir, on est en mars, le printemps arrive, il a découvert un bosquet où il a trouvé 5 variétés de violettes, des bleues, des violettes, des lilas, des pâles et des blanches. Et il envoie à Madame Raffalovich une pétale de chaque violette pour en faire une fleur. Et évidemment, il dit, bon, l'effet n'a pas répondu à mon attente. Les nuances qui sont si distinctes dans chaque fleur, etc., etc. Enfin bon, c'est pas très. Je vous envoie néanmoins cet essai malheureux. Et malgré toute la mansuétude de mon caractère, je commence à m'ennuyer ici. Il est en mars, il faudra encore attendre 3 mois. Ici. Alors voilà, aujourd'hui, cette fameuse lettre où il y a
voyez ce qui reste des 5 pétales, il n'y en a plus que 2,5. Alors quand on voit la photo noir et blanc sur le livre du musée de Jacqueline Sonnolet, il y avait un peu plus de pétales, mais avec le temps, il y en a de moins en moins. Et puis un mois plus tard, il envoie, non pas une rose, parce que c'est trop gros, Madame Rafalevich, mais il lui envoie des petites rosacées, il y en a 5, à la place d'un bouquet de roses. C'était mignon quand même. Voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Hein. Ça, c'est d'aujourd'hui. C'est moi qui ai fait les photos. On continue la guerre. Un peuple qui donne le spectacle de la guerre civile à ses vainqueurs me paraît tomber bien bas. Quelle décadence effroyable, dit-il. Alors là, il y a une phrase absolument géniale. D'où vient cette décadence profonde des Français? D'un certain nombre de causes sociales, mais dérivant d'une seule cause morale, l'absence d'un principe ou d'une croyance. La série des événements qui se déroulent en fournit la preuve évidente. C'est qu'en effet, il faut avoir un critérium en ce monde. Autrement, on ne sait pas où on va. Et la France en est là. Privée d'un principe, elle est agitée au gré des vagues comme un navire sans boussole. Je trouve que, par les temps qui courent, c'est une phrase un peu prophétique. Je n'ai d'autre part rien à vous dire, si ce n'est que j'ai faim et soif de Paris et que j'ai une indigestion de campagne. Et Dieu sait s'il aimait venir à Saint-Julien chaque année. Donc il va finir par pouvoir rentrer à Paris le 9 juin. Me voilà rentré, chère madame, dans le torrent de mes occupations. J'ai commencé mon cours et je vous remercie, etc. etc. 6 septembre, eh bien, il revient à Saint-Julien parce que ça va être les vendanges. Donc vous voyez qu'il est resté que 3 mois à Paris, alors qu'il demandait que ça depuis plus de 6 mois. Il revient, et en général, il venait septembre-octobre, au moment des vendanges. À l'époque, on vendangeait beaucoup plus tard qu'aujourd'hui. Hein. C'est là où on voit la différence. Alors qu'est-ce qu'il fait à Saint-Julien? Ça sera la dernière partie. Il se repose, fait du jardinage, des promenades, l'herborisation, des visites. Il va visiter des personnes, il reçoit des visiteurs. Il fait les vendanges, bien sûr, la vinification et la vente des vins. Alors, quand on dit qu'il fait les vendanges, c'est pas lui qui va ramasser le raisin, mais il dirige un groupe de vendangeurs. Hein. Et puis, il faut parler aussi de son petit laboratoire qu'il avait monté à la fin de sa vie à Saint-Julien. Allez-y. Alors, le repos. Ben voilà, les vendanges sont finies, la campagne est devenue plus silencieuse et son vendange n'est pas commencé à travailler. Il n'a toujours pas commencé à travailler. On croit qu'à Saint-Julien, il travaillait, son laboratoire. Non, non. En fait, il ne faisait pas grand-chose, il se reposait et il rêvait. Du reste, cette indolence d'esprit m'est assez habituelle. Quand rien ne me presse, mes réflexions trouvent facilement une rêverie qui alimente mes souvenirs. Vous me parlez de travailler et d'occuper mes loisirs à écrire, chère madame. Vous avez trop bonne opinion de moi. Il m'est impossible de faire quoi que ce soit. Je lis un ou deux journaux de Lyon, puis je me promène au soleil en ruminant des pensées diverses que je ne puis mieux faire que de garder pour moi. Aujourd'hui, mon cerveau anémié ne veut pas travailler, car je suis devenu un être entièrement passif et incapable d'aucun travail cérébral, c'est-à-dire d'aucune initiative. Ce sont mes pensées qui me dirigent, je ne les maîtrise plus. Donc vous voyez que c'est un petit peu, on sort un petit peu de l'image d'Épinal d'un Claude Bernard, grand savant qui ne fait que travailler. Il fait du jardinage quand même. Vous me demandez ce que je fais, je me promène, je pense à toute espèce de choses et je prépare des branches de lilas. Je fais même des plantations dans mon jardin. Aujourd'hui, le temps est très doux, les primes verts commencent à reverdir, etc., etc. Si je n'ai pas de visite, je me propose d'aller cet après-midi ramasser de jeunes buis pour en faire une plantation dans les parties ombragées de mon jardin. Je taille mes rosiers, je cultive mes pervenches, je lis les journaux, et les heures s'écoulent en emportant mon inertie. Je continue mes occupations horticoles. J'ai envoyé quelqu'un chercher des ifs à Villefranche, etc., etc. Si cela continue encore un peu, je me transformerai en homme des champs. J'ai pris un goût particulier pour la culture des violettes. J'en ai découvert dans un bosquet 5 variétés que j'ai replantées à profusion. Malgré toute la mansuétude de mon caractère, je commence à m'ennuyer ici. J'ai épuisé toutes les ressources champêtres qui étaient à ma portée. J'ai taillé poiriers, pommiers, pêchers, lauriers, fusains. J'ai cultivé à l'envi la violette, la pervenche, la prime vert et les rosiers. J'ai greffé, prunier, acacia et sycomore. Tout cela ne me suffit pas. Et je vois que la vie des champs est trop jeune pour moi ou je suis trop vieux pour elle. Il se promène, il herborise. Le matin, je travaille un peu.
Dans la journée, je vais me promener dans les prairies de la vallée pour faire des observations sur une nouvelle forme de racine adventive que j'ai découverte dans le saule. Effectivement, il a découvert quelque chose d'assez étonnant qui a étonné le professeur de botanique. Ce sera l'objet d'un travail que je publierai plus tard, car il a de l'intérêt pour les botanistes. Une autre fois, il va dire « J'ai voulu braver la bise et faire une promenade dans la montagne malgré son souffle glacial. Mais j'ai été convaincu par expérience que ma force de résistance aux intempéries est au-dessous de mon courage à m'y exposer. Aussi n'ai-je pas envie de renouveler l'épreuve, et pour m'en ôter même la possibilité, je vais quitter la campagne. » Sauf qu'il est bloqué. Je suis toujours bloqué par la neige et j'en suis réduit à me promener dans ma chambre de long en large, comme un ours dans sa cage. Alors, quelques années plus tard, après la guerre, en 1975, il dit qu'il va à la chasse aux bec-figues. C'est des oiseaux. La chasse au miroir, comme les alouettes. Je reçois des visites tout d'abord. Donc je reçois malgré moi encore trop de visites, soit de parents, soit des châteaux environnants. J'ai aussi des sollicitations plus lointaines. Aller passer quelques jours en Suisse, tout ça, évidemment, ils refusent toujours. Je fais mes préparatifs de départ et mes visites d'adieu. Je suis allé jusqu'au château de Montmélat. Mais la comtesse était partie le matin à la recherche de son mari, qu'elle espérait voir à son passage, je ne sais plus où. Bon. J'ai laissé accumuler une foule de visites à rendre que je me propose de faire la semaine prochaine. C'est une corvée que j'aime mieux avaler tout d'un seul trait. Je n'ai pas pu refuser une invitation à dîner pour le 22 chez la comtesse à Montmélat. Je rumine un moyen d'y échapper à cause de ma santé et de l'éloignement. Bon, c'est pas si loin, mais enfin bon. Allez-y. Alors, le château de Montmélat, un petit peu, le château dit de Tournon, c'était les comtes de Tournon. Et puis, aujourd'hui, voilà, c'est un beau château qui n'est pas très loin et j'aimerais bien un jour qu'on puisse le visiter. Ceux qui peuvent qui sont introduits, j'en serais tout à fait heureux, s'il vous plaît. Il reçoit des visiteurs. La semaine dernière, c'est le doyen de la faculté des sciences de Lyon est venu me voir. Il est professeur de botanique et les faits que je lui ai montrés l'ont beaucoup surpris. Je suis allé remplir mes devoirs d'électeur avec le citoyen maire de ma commune et un gentilhomme compagnard, etc., etc. Il est allé voir le citoyen Tournon, ci-devant, marquis de Tournon de Montmélat, le seigneur du pays au temps de la féodalité. Et puis, il dit « J'attends un jour de cette semaine la visite de M. Fèvre et de M. Pasteur, qui viendront me voir ensemble. Ce sera une petite diversion à ma solitude, que je remplis d'ailleurs comme je peux. » Et effectivement, 3 jours après, il dit « Hier, j'ai eu une journée très remplie, un peu fatigante. J'ai reçu 3 visites, messieurs Fèvre et Pasteur et une dame voisine de campagne. » Il met sur le même niveau Pasteur et la dame de la campagne qui vient de voir, une voisine. Voilà. C'est Claude Bernard aussi, ça. S'il vous plaît. Donc, Claude Bernard est bienvenu à Saint-Julien, dans la maison, de le voir dans sa maison. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pasteur. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne sais plus. Claude Bernard. Bien sûr, Pasteur. Le 30 septembre 1972, il nous dit qu'il a eu la visite de l'ex-président de la Société de Lettres et Arts de Lyon. Alors, je ne sais pas si c'est... J'ai pas assez cherché pour savoir si c'est l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Je n'ai pas trouvé de Société de lettres et arts de Lyon précisément. Directeur du Verbe incarné. Alors le Verbe incarné, c'est plutôt une communauté religieuse à Lyon. Donc je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé qui c'était. En tout cas, il y a un groupe qui est venu le voir. Et en octobre 1973, il y a une visite de 3 dames, et dont la fameuse Pervenche aux yeux clairs. Alors vous allez me dire, mais qui c'est cette Pervenche aux yeux clairs ? C'est une femme qui, je puis dire, trivialement, lui avait un peu tapé dans l'œil dans son cours au Collège de France, une jeune femme qu'il trouvait magnifiquement belle. Il était très, très attentif à cela et ça l'émouvait beaucoup que beaucoup de jeunes femmes viennent assister à ses cours. Et donc il avait remarqué cette Pervenche aux yeux clairs et qui est venue le voir à Saint-Julien. Mais pas toute seule, elle est venue avec un jeune homme et 2 enfants. 3 dames, parce qu'il y avait sa sœur, sa tante, etc. Enfin bon, peu importe. Je l'ai reçu de mon mieux, dit-il. Il leur a offert du vin doux, des fruits, des confitures. Ils ont fait une petite visite. Donc il recevait toujours bien les gens qui venaient le voir. Et puis ses amis d'enfance vont venir le voir à la fin de sa vie, vous voyez, en octobre 1976, un peu plus d'1 an avant sa mort. Et dans ses amis d'enfance, il y a le fameux Benoît Blanc, ce fameux qui est devenu pharmacien. Il était apprenti chez
à la pharmacie Millet, mais il est devenu pharmacien. Benoît Blanc, un certain C, monsieur C, et puis le journaliste qui est un monsieur X, qui n'a pas donné son nom, qui signe un article, vous voyez, dans le journal de Villefranche, une journée chez monsieur Claude Bernard. Donc un groupe de ses anciens amis d'enfance, d'adolescence, viennent le voir. Alors Claude Bernard leur fait visiter le cuvier, les convives goûtent le vin, l'apprécient, puis vont voir le pressoir, presque complètement renouvelé. Et puis même, il va leur montrer au microscope ce fameux phylloxéra, et il dit donc qu'il avait un très beau microscope déjà dans son laboratoire. D'abord, je vous dirais, dit Claude Bernard, que je n'ai pas eu beaucoup de peine à parvenir. Je me suis tout bonnement laissé porter aux honneurs, dont je n'ai senti tout le poids que lorsque je les ai obtenus. Pour lui, ça s'est fait tellement en dehors de lui. Voilà, tout est arrivé comme ça, les académies, tout, le Collège de France, la Sorbonne, le Jardin des Plantes, enfin tout. Tout est arrivé comme ça sans qu'il demande rien. Alors des toasts suivent, un orage empêche une promenade dans le jardin et tous se quittent enchantés. Nous considérons cette journée comme une des plus belles de notre existence, disent-ils, dans le journal. Allez-y. Donc il vient surtout, on l'a dit, pour les vendanges, la vinification et la vente des vins. Alors là, c'est un texte un peu long, mais je vais résumer. Les vendanges ont commencé dès mon arrivée, ne sont pas encore terminées, donc il parle des vendanges. Je me lève à 6 heures, je descends au cuvier, présider au cuvage et au pressurage. Pendant le jour, je fais dans les vignes visiter les vendangeurs en même temps que je fais ma cure de raisin. Et il a à faire 6 cuvées, ce qui équivaut à 160 ou 170 pièces de vin. Donc c'est pas rien, hein, c'est une quantité de vin importante, etc., etc. Vous voyez, chère madame, que pour le moment, je suis transformé en vigneron. Ce sont là des occupations qui me sont familières et au milieu desquelles je suis né. Elles me plaisent toujours et me sont certainement plus agréables que de composer des discours académiques. Le vin sera cette année d'excellente qualité, etc., etc. Allons-y. Et puis, en terminant par son laboratoire, donc c'est ce fameux laboratoire de sa maison d'ici même. Et lui n'en apporte aucun, on n'a aucun renseignement dessus. Simplement, en 1914, un médecin qui s'appelle Monod et sa femme viennent visiter la maison, ici, et décrivent ce fameux laboratoire qui est resté dans son jus. Et il dit, c'est une simple pièce de la maison, au sol de carreaux rouges, telle aujourd'hui qu'il y est entré la dernière fois. Une chaise de paille en guise de table, une planche de sapin clouée sur 4 troncs d'arbres mal équarris, rongés par les acides, couverte de cornues, de ballons de verre, de flacons pleins de poussière, encore teints des liquides que le temps y a évaporés, avec les étiquettes écrites de sa main. Dans les coins, des débris végétaux, des racines, des morceaux d'écorce, les fragments d'un nid de guêpe. Rien n'est plus émouvant que d'entrer là. Le paysan qui garde la maison, fils de celui qui fut son vigneron, donc c'était famille Matrey, hein, pousse les volets, se tait. Le grand calme de la campagne entre par la fenêtre, ouverte sur les lignes douces d'un horizon vert où le soir, au loin, fait monter de la Saône des brumes grises et bleues. C'est vraiment une émotion religieuse qui vous prend, quelque chose de paisible, de fort et de triste à la fois. Donc voilà la seule description que l'on a de son laboratoire. On sait qu'il avait un microscope. Et puis en 1973, il écrit « J'ai apporté des instruments pour faire quelques expériences sur les fermentations. J'attends le moment des cuvages pour les entreprendre, si je les entreprends. Puis, il va dire « Quoique je n'ai rien fait, j'ai cependant obtenu quelques résultats intéressants sur la fermentation vineuse. » Donc en fait, il a monté son laboratoire vraiment en 1973. Et ce sont les dernières années de sa vie, puisque 73, 75, 76, 77, il va faire des expériences sur la fermentation. Et toutes ces expériences sont notées dans ces fameux cahiers R, S et T, qui sont datés, où il y a tous ces résultats d'expérience et qui sont donc au Collège de France. Alors là, c'est une photo que j'ai retrouvée qui nous montre probablement donc, le laboratoire improvisé de Claude Bernard. Ils disent que c'est à la fenêtre de gauche. En fait, il semblerait que ce soit plutôt dans cette pièce-là. Donc là, nous sommes dans ce bâtiment-là. Hein. Il n'y a pas encore l'ascenseur. Et là, c'est la partie donc, qui va vers la maison natale et qui a été rachetée récemment par l'agglomération.
Là, c'est la porte d'entrée de la maison, celle qu'on ne voit pas puisqu'elle est dans la cour. C'était la porte d'entrée et elle était sur le côté avec peut-être bien le fils de Mattray, qui était donc le fils de celui qui avait racheté cette maison aux descendants de Claude Bernard. Allez-y. Et puis là, donc, c'est une photographie qui est une photographie de l'ancien musée, où il y avait un petit peu, ils avaient mis tous les instruments, comme d'ailleurs c'est fait un peu encore en partie aujourd'hui, mais là, on avait mis tous les instruments qui se trouvaient dans cette pièce. Et ce sont des fioles, des instruments de Claude Bernard, de son laboratoire, qui étaient exposés dans l'ancien musée. Donc je suppose que ces pièces existent encore en partie dans les réserves et en partie exposées. Allez-y, j'ai terminé. Donc je voulais simplement finir par cette belle... c'est une lithographie qui avait été faite pour le musée Claude Bernard par René Alperne. Je l'ai, elle est signée de René Alperne ici, elles sont toutes signées, qui est une belle photo du paysage que l'on voit de la fenêtre. Et comme c'est bientôt le printemps, on peut dire que le temps est splendide, la nature est riante, c'est ce qu'il écrit, hein. Les lilas, les glycines, les marronniers en fleurs attirent dans leurs calices mille et mille insectes bourdonnants. J'entends la fauvette qui babille, l'hirondelle qui se réjouit, le rossignol qui s'égosille mélodieusement, et toute cette animation me rend encore plus triste. Il s'en sortira pas, hein. Même quand tout va bien, que c'est le printemps, qui fait beau, que voilà, eh bien, il est triste. Quand on est dans pareille disposition d'esprit, ce qu'on a de mieux à faire, c'est de fuir les humains et de délivrer ses amis de sa présence. Donc vous voyez ce côté dépressif qui ne s'est pas arrangé avec le temps.